Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora. Intervention au sujet de l'agression de Johnny Pacheco par des soutiens du RDR de Dramane Ouattara. Voyoucratie US. Corée, Syrie, hommage à Emmanuel Ratier. Et pour finir, France, croissance zéro. Tout de suite, diaspora. Intervention au sujet de l'agression de Johnny Pacheco par des soutiens du RDR de Dramane Ouattara. Les Africains, je vous salue. J'aimerais m'entretenir ce soir avec vous au sujet de mon ami Johnny Pacheco qui a été agressé à Paris ce vendredi. Johnny Pacheco, je ne vois pas ce qu'il a fait si grave pour que le régime Ouattara puisse le menacer et vouloir sa mort. Mais est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un sur notre planète qui mérite de mourir à cause de ses propos? Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui doit être tué à cause de ses propos? Qui n'a jamais critiqué le régime de Laurent Gbagbo? Qui n'a jamais insulté Laurent Gbagbo? Qui n'a jamais critiqué Houphouët-Boigny? Même le régime de Cuba, Fidel Castro, on critique. Mais quel est ce régime en Côte d'Ivoire? Quand vous n'êtes pas d'accord, on vous souhaite la mort. On choisit des individus pour vous tuer. Mais écoutez, il y a quelques temps de cela, c'est une sœur ivoirienne qui a été violée dans un taxi jusqu'à ce qu'elle meure. Il y a une semaine, 2 semaines de cela, c'est une autre sœur qui a été découpée à Yopougon par ceux que vous appelez microbes, que nous, on sait que ce sont des enfants soldats que vous avez utilisés dans votre rébellion et que vous n'arrivez plus à les maîtriser. Il n'y a pas la police pour les arrêter. Il y a quelques mois de cela, ce sont des enfants décapités et leurs organes vitaux sont enlevés. On n'a jamais arrêté ces gens-là. Il fallait aujourd'hui un groupe de jeunes à Bobo s'élever eux-mêmes, assurer la sécurité des habitants d'Abobo. Où est la police? Où est la gendarmerie? Mais le fait de le dire, on doit mourir pour ça. On doit mourir pour ça. Johnny Pacheco dénonce des crimes que les Libanais commettent chez eux sur nos sœurs. Moi, il m'a envoyé une vidéo où je vis effectivement un Libanais qui a pris du pétrole, qui met ça sur le sac d'une femme et il enflamme ça avec du briquet. Le fait de dire ça. Où est le problème pour qu'on puisse dire tuer Johnny Pacheco? Est-ce que les États-Unis ne critiquent pas le régime de Obama? Y a-t-il un pays dans le monde où le régime on ne critique pas? Mais quel est ce régime de Ouattara? Quand tu parles, il faut tuer. Tous ces crimes que je viens de citer, des enfants tués, des femmes décapitées, on n'a jamais vu des personnes arrêtées pour ça. Mais quand on dénonce les crimes, vous dites il faut tuer les gens. Moi, je suis menacé tous les jours. Quand je me réveille, c'est les menaces. Quand je dors, c'est les menaces. Ils vont aller au plus loin pour dire sur mon box, ils m'ont écrit pour me dire, nous avons tué ton neveu et nous aurons ta peau. Même ceux qui l'ont dit, moi je ne les souhaite pas la mort. Johnny, je te soutiens mon frère. Je te soutiens là où tu te trouves. Tu es un guerrier et je le sais. Et Dieu prendra soin de toi pour que tu puisses t'élever parce que ton combat est... Et je vais te dire ici, personne ne nous empêchera de parler. Ni le machette, ni le fusil, ni la mort. Car je préfère souffrir que d'être esclave de quelqu'un. Je préfère souffrir, être esclave de quelqu'un. Il n'y a rien ne nous empêchera de parler. Le combat continue et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'Afrique. Tout de suite, Voyoucratie US. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis notre studio d'Augsbourg avec le sujet « Les coups d'État, une constante de la politique étrangère des États-Unis ». Je voudrais commencer avec une citation du journaliste économique William Engdahl.
La Russie est le gros lot dans cette guerre historique, géographique et économique. La Russie est l'objectif principal de la politique étrangère des États-Unis. Fin de citation. Comment les USA agiraient-ils si un chef d'État, dont la ligne politique n'irait pas dans leur sens, arrivait au pouvoir? John R. Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, a répondu ainsi à cette question. Nous avons le droit de nous protéger par tous les moyens, et même, si nécessaire, par des coups d'État dans d'autres pays. Ainsi, depuis 60 ans, les USA ont essayé d'organiser des coups d'État dans plus de 50 pays, et ils ont réussi dans plus de 50% des cas. Ces coups d'État ont été exécutés par la CIA. Selon Philippe Agee, un ancien officier de la CIA, cette organisation n'a pas été créée pour recueillir des informations, mais comme outil d'ingérence dans les affaires des autres pays. Un outil dont on se sert quand une intervention militaire n'est pas possible. Agee dit textuellement à ce sujet: les pays qui ont l'intention de se débarrasser du contrôle américain ou de le limiter peuvent être sûrs que l'Amérique va essayer de renverser leur gouvernement. Le motif principal en est le contrôle des ressources et la protection des intérêts commerciaux américains. Ces déclarations jettent une lumière nouvelle sur les événements en Ukraine et au Proche-Orient. Les opérations militaires des États-Unis reçoivent aussi une signification différente. Quels vont être les prochains pays concernés? Dans ce contexte, les déclarations d'Oscar Lafontaine semblent aussi intéressantes. Chaque guerre d'intervention des États-Unis a été fondée sur un mensonge. Le 28 août 2014, à l'occasion du 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, il y a eu un débat remarquable au Parlement fédéral allemand. L'ancien ministre des Finances, Oscar Lafontaine, s'est exprimé de façon très critique sur la politique étrangère des États-Unis. Il a dit: « Chaque guerre d'intervention des États-Unis a été fondée sur un mensonge. Ça a toujours été comme ça. Au début, il y a eu des mensonges, et donc le public était excité, les médias ont pris part au jeu, et tout à coup, on a dû faire la guerre. C'est la vérité. Toute paix commencerait quand les États-Unis apprendraient à accepter le droit international. S'ils apprenaient à faire cela, le premier pas vers une paix mondiale serait fait. » C'est ce que dit Oscar Lafontaine. Chers téléspectateurs, aidez-nous à faire en sorte que ces nouvelles soient distribuées aussi largement que possible. Aidez-nous à faire de ce monde un endroit meilleur en faisant vous-même des recherches et en voyant les choses sous un autre angle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Je vous souhaite une soirée intéressante. Au revoir. Tout de suite, Corée. International toujours, la Corée du Sud et la RPDC ont recommencé à négocier afin de tenter d'apaiser les tensions qui ont récemment failli plonger la péninsule coréenne dans un conflit armé. La rencontre a commencé à 15 h dimanche, heure locale. Elle faisait suite à 10 heures de négociations samedi. Lors de ces négociations, les deux parties ont largement discuté de manière de résoudre les récents problèmes et de développer les relations entre la Corée du Sud et la RPDC. Ils ont fait une pause lors de négociations à 4h15 du matin aujourd'hui. Les deux parties ont décidé de prendre un peu de temps pour aller au-delà de leur position et se rencontrer à 3h aujourd'hui pour reprendre les discussions et travailler sur leurs différences. Les principaux conseillers militaires de la RPDC et de la Corée du Sud se rencontrent actuellement à Panmunjom, un village de la zone démilitarisée. Les pourparlers de samedi ont commencé vers 18 h, heure locale, peu après la date butoir pour que Séoul cesse sa propagande ou en subisse les conséquences. Le délai est passé, rien ne s'est produit. Les tensions actuelles ont commencé au début du mois quand 2 soldats du Sud ont été blessés par des mines à la frontière. La RPDC nie avoir posé ces mines. Puis la crise a escaladé jeudi quand Séoul a déclaré que la RPDC avait tiré à 4 reprises vers le sud, ce qui avait provoqué 29 tirs de barrage. La RPDC a déclaré un état de quasi-guerre et lancé un ultimatum à Séoul. Tout de suite, les titres de l'actualité en Syrie.
L'armée et la résistance libanaise prennent le contrôle de la place de Ajlan à Zabadani. Après la décapitation de l'archéologue Khaled al-Assad, les terroristes de Daesh font exploser le temple de Baal Shamin à Palmyre. Les Libanais réclament la démission du gouvernement et la lutte anticorruption. Tout de suite, hommage à Emmanuel Ratier. Nous avons appris mercredi 19 août la disparition du journaliste Emmanuel Ratier. Il a succombé à une brutale crise cardiaque alors qu'il pratiquait en famille de la spéléologie dans les grottes de l'Ardèche. Il était âgé de seulement 57 ans. Militant nationaliste depuis sa jeunesse, Emmanuel Ratier est l'auteur ou le coordinateur de nombreux ouvrages politiques et d'une impressionnante encyclopédie politique. L'ouvrage, somme remarquable d'informations sur la classe politique française, continue de faire référence et reste inégalé. Journaliste et écrivain, Emmanuel Ratier était aussi directeur de la librairie Facta et éditeur. Il animait également depuis de nombreuses années une émission hebdomadaire sur Radio Courtoisie. Documentaliste d'une extrême rigueur, possédant le sens inné de l'investigation, il a, à travers sa lettre confidentielle d'information, faits et documents, porté des coups incessants aux lobbies et aux groupes de pression, aux puissants, aux mafias et aux oligarques. Ce choix radical de la vérité lui a valu d'être constamment combattu, menacé physiquement et pris à partie, mais son travail a toujours été reconnu par le monde politique et médiatique. Son œuvre incontestée restera pour les générations futures comme un modèle de sérieux, d'honnêteté, de crédibilité et de courage. Emmanuel Ratier était avec son épouse Véronique, père de 3 enfants, Camille, Marguerite et Sophie. Il était l'ami de TV Liberté. C'est à ce titre qu'il avait accordé à Martial Bild un entretien exclusif le jour de la sortie de son ouvrage best-seller, Le vrai visage de Manuel Valls. Anne Brassier avait également reçu le brillant journaliste pour évoquer son ouvrage L'encyclopédie des changements de nom. Nous vous invitons à retrouver ces 2 entretiens sur notre site tvliberté.com. Et pour finir, France, Nous croissance passons zéro. maintenant à la croissance zéro de la France au 2e trimestre. Chiffre donné par l'INSEE. Donc l'INSEE a soufflé le froid et le chaud ce vendredi matin en publiant la première estimation pour la croissance au 2e trimestre. Donc le froid vient de l'annonce d'une croissance zéro au printemps. Une déconvenue liée principalement au fort ralentissement de la consommation des ménages et de celle de l'investissement des entreprises d'autre part. Cette mauvaise nouvelle a été en partie cependant contrebalancée par l'annonce d'une activité plus soutenue qu'on ne le pensait en début d'année. Selon l'INSEE, en effet, la croissance du premier trimestre a été de 0,7% et non pas de 0,6%. Comme annoncé précédemment, une révision que l'INSEE qualifie donc de légère. L'acquis de croissance pour 2015, à savoir le niveau de l'ensemble de l'année si la croissance des 2 derniers trimestres était nulle, se situe à plus 0,8% au 30 juin. Alors on a encore une sortie de Michel Sapin qui a été cette fois-ci magnifique. Il nous annonce donc qu'une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance. Invité sur France Inter à commenter le zéro pointé de la France en matière de croissance au second trimestre, Michel Sapin a assuré que la politique économique portait ses fruits et que la France était sur le chemin de la baisse du chômage. La France est en reprise d'activité, en reprise de croissance. C'est encore insuffisant, mais c'est indispensable, a osé Michel Sapin. Alors je rappelle qu'en 2013, il nous avait dit que l'inversion de la courbe du chômage était déjà bien partie et que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté, mais que c'était nous qui n'en étions pas rendus compte. Une fois de plus, Michel Sapin s'est illustré au meilleur de sa forme. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.